Ça grimpe, hein? Ah, ça se mérite, hein? Ça se mérite. C'est vrai que ça se mérite. On est où exactement là, Denis? Là, on est devant un des monastères les plus connus au monde et qui a emprunté son nom au massif qu'il abrite. C'est le monastère de la Grande Chartreuse. Et non seulement le site est extraordinaire, mais ce que vous allez voir dans cette émission est véritablement exceptionnel. Regardez plutôt. Donc, ce qui est intéressant d'ici, c'est qu'on domine bien le monastère, vous voyez, et on voit toute la série de petites maisons là, sur la gauche. Hein, vous voyez la petite série de maisons. Donc, c'est les cellules des pères qui sont vraiment vers la montagne. Et de notre côté ici, c'est l'église avec ses deux clochers. À partir d'ici, donc, je rentre dans le monastère et je vous remercie. Ici s'arrête le monde extérieur, on peut dire ça? On peut dire ça. Ici, c'est la clôture, donc on ne rentre pas. Seulement les moines peuvent passer par là. Denis, bonjour. Vous êtes l'auteur avec Antoine Marnas du documentaire qu'on va voir. J'imagine que le responsable de l'ordre n'est pas quelqu'un qu'on peut joindre par fax, par mail ou par téléphone portable. Alors comment vous avez fait pour l'approcher, pour le contacter? Une chance extraordinaire. La première fois où nous sommes venus avec Antoine Marnas ici, on a pris le chemin pour venir au monastère en voiture et on a rencontré, fait extraordinaire, Don Marcelin, qui est le prieur général de l'ordre, qui normalement ne sort quasiment pas. On n'avait pas rendez-vous, on n'avait pas d'audience, on ne le rencontre pas comme ça effectivement. Et là on le croise. Et je me suis permis d'aller vers lui, de lui serrer la main en lui disant bonjour, je suis Denis Duguet de France 3 et nous souhaitons faire quelque chose sur l'ordre. Il m'a écouté poliment pendant 3 minutes, il m'a salué, il est parti. Et 2 semaines plus tard, nous remontons pour rencontrer le directeur de la Corrie, qui est le musée. Et là on le croise à nouveau. Il s'arrête et il nous dit « Alors, ce projet de reportage, on en est où ?» Vous savez, c'est pas toujours facile d'oublier ses croyances, voire de les dépasser, d'oublier ses préjugés. Mais c'est quand même ce que je vais vous demander pendant une bonne demi-heure. Vous allez vous concentrer uniquement sur la parole et le témoignage. Car pour la première fois, je vous le rappelle, les pères chartreux ont accepté de raconter la vie qu'ils mènent, le choix qu'ils ont fait de se retirer du monde. Une vie qui n'a pas changé depuis près d'un millénaire. Bienvenue. Mon père, dans quelles conditions est-ce que vous nous accueillez aujourd'hui? Alors pour tout vous dire, c'est vraiment extraordinaire. Ce sera la première fois qu'une caméra va entrer au monastère depuis que je suis ici à Portes. Quand vous vous êtes adressé à nous pour nous demander si nous participerions à l'émission qui était en cours avec la Grande Chartreuse, donc j'en ai parlé à mes confrères et nous avons été très perplexes. Finalement, nous nous sommes dit qu'il y avait un temps pour tout et donc il y a un temps pour notre vie de silence, de solitude, en vue de la prière. Et puis, peut-être exceptionnellement, il peut y avoir un temps pour témoigner un peu de ce que nous vivons. Chaque jour, les mêmes gestes, la même contemplation, le même silence. La prière immuable d'un ordre millénaire. Il a perduré parce que c'est un élément fondamental de l'Église, que cette vie de contemplation est vraiment un peu poussée à l'extrême à travers la solitude qui la favorise. Donc il y a un lien entre cette solitude voulue par saint Bruno et cet esprit de contemplation qu'on a voulu développer, quoi. Devenir chartreux, c'est devenir ermite, vivre jusqu'à la fin de ses jours, seul, en cellule. Un vœu de silence absolu. Même lorsqu'ils prient ensemble à l'église, les moines
ne se parlent pas. Ainsi l'a voulu Bruno. En juin 1084, guidé par Hugues, l'évêque de Grenoble, il choisit de s'installer avec ses 6 compagnons au fin fond du désert de Chartreuse. Casalibus, le premier ermitage, est né. On a peut-être construit un mythe carthusien au fil des siècles, car c'est le seul ordre érémitique qui a survécu tel qu'il avait été fondé. Des origines subsiste un trésor. Cette Bible dite de Notre-Dame de Casalibus, réalisée par les fondateurs de l'ordre eux-mêmes sur des peaux de moutons tannés. Inconnu du public, ce joyau et bien d'autres ouvrages ont été confisqués aux Chartreux lors de la Révolution française. Le fonds carthusien est un fonds très important puisqu'il y a à peu près 1500 volumes imprimés et à peu près 400 manuscrits, dont 43 volumes de Bible, dont les très grandes Bibles enluminées qui sont effectivement un des joyaux de la bibliothèque municipale de Grenoble. C'est la nourriture, disons, de notre vie intellectuelle, de notre vie spirituelle. Le moine, en écrivant, contribue à sa petite place à faire connaître la vérité qui lui tient tellement à cœur. Le Chartreux ne prêche pas, mais nos moines copistes, en un sens, prêchaient ce qui leur tenait à cœur, la vérité dont ils vivaient. Au plus loin des bruits de la civilisation, le moine se consacre à Dieu. Seule la prière toutes les 4 heures, de jour comme de nuit, rythme son quotidien. Une vie d'austérité qui dépasse l'entendement. Leur petite cellule, leur chambre de moine, c'est un lieu d'intimité avec le Seigneur, avec le Christ, avec la Vierge Marie, avec les saints. Donc voilà, ça c'est sûr que si l'on ne vit pas de la foi chrétienne, ça peut paraître quelque chose de complètement imaginaire. Pour nous, c'est très réel. C'est ce qui nous fait vivre, sinon ça n'a pas de sens. Il y a une base humaine qui est donc à la fois pouvoir vivre en solitude, mais aussi pouvoir vivre en communauté. Parce que chez nous, il y a les deux aspects. On a la vie communautaire, entre autres le fait qu'on prie ensemble à l'église 3 fois par jour. Donc là, il y a vraiment un aspect communautaire qui est très fort. Plus donc le dimanche, une récréation. Et puis donc la promenade du lundi ou en début de semaine. Le spaciment, très exceptionnellement, nous autorise à filmer, de loin, cette sortie hebdomadaire de 3 à 4 heures. C'est le moment de parler, de tout et de rien. Un échange indispensable au bon équilibre de l'ermite. Car en cellule, il n'a ni presse écrite, ni radio, ni télévision ou téléphone. Il est seul, face à Dieu, hors du monde, à l'abri des crises de société, loin des grands problèmes de la planète. Alors ces choses arrivent jusqu'à nous quand elles sont très très graves. C'est le révérend père qui reçoit le journal La Croix et qui donc chaque dimanche à la récréation, pour les pères, donne des renseignements par exemple surtout sur l'église. Et puis donc éventuellement donc, il découpe des articles du journal
qui vont faire le tour de la communauté pour que tout le monde soit vraiment informé. C'est là justement qu'il y a une certaine perception du monde et une certaine communication avec le monde qui existe. Et nous, notre réponse est à travers la prière. Donc c'est là qu'est notre engagement. Une question s'impose quand même. Ce choix de vie ne s'apparente-t-il pas à une démarche égoïste ? On ne peut pas tout faire dans la vie. Donc effectivement, on a choisi cette part de la vie du Christ qui est la vie de prière. Le Christ a fait aussi des miracles dans le monde, il a prêché, etc. Ça, c'est pas notre parti. On a fait un choix. Ce choix n'est pas égoïste, parce qu'effectivement, on donne notre vie. C'est un don de la vie, d'une façon cachée, mais qui est réelle. Dans les années 40, Robert a donné 9 ans de sa vie aux Chartreux avant que la maladie lui fasse quitter l'ordre. C'est peut-être grâce à ce que j'ai vécu en Chartreuse que je fais des choses comme ça maintenant. Donc très sobre, très essentiel, où il n'y a pas d'anecdote. Enfin, c'est la prétention que j'ai, tu vois, pour arriver à quelque chose de pur. Depuis, il s'est marié et a consacré sa vie à l'art. Au mur, quelques lettres d'un ancien prieur général de l'ordre rappellent à ce père de famille son passé de frère. Stat crux dum volvitur orbis. Et là, c'est une traduction qu'il a fait. Il y a plusieurs façons de traduire. Donc, la croix demeure, tandis que le monde change. Stat crux, ça veut dire la croix est debout, quoi. Stat crux. Et alors, il m'a écrit des choses très gentilles. Quelle soit votre paix, même si elle est austère, amicalement. C'est joli, hein. C'est vraiment typiquement l'esprit cartésien. Quand t'es gamin, tu n'as aucune instruction, que tu n'as pas fait d'études, rien du tout, qu'on t'offre tout ça d'une autre façon, dans le calme, avec le temps qu'il faut, comme je disais, avec des gens supérieurement intelligents, attentifs, discrets, respectueux de ta personnalité, de ton intelligence, de sa sensibilité. C'est pas du tout l'embrigadement comme à une époque les espèces de curés recruteurs ou autre chose comme ça qui passaient dans les campagnes et qui persuadaient leurs parents qu'il fallait mettre leurs gamins au petit séminaire ou je sais pas quoi. Non, mais c'était... Les Chartreux, ce sont des gens... comment dire ? C'est peut-être exagéré, c'est la noblesse de l'Église pour moi. À l'Institut catholique de Paris, le doyen honoraire de la faculté des lettres va au-delà de cette notion de noblesse. Et les Chartreux, c'est ce luminaire de la rencontre d'une humanité avec son Dieu qui reste discrètement dans son coin, qui ne cherche pas du tout à convertir, mais qui simplement laisse venir les autres à une conversion qui ne ressort pas de l'homme mais de Dieu. Tout ce qui va toucher à l'amour de Dieu et à la gratuité de l'amour de Dieu et à la vie contemplative peut apparaître dépassé dans un monde qui a des objectifs plus matérialistes. Je ne crois pas qu'il soit dépassé. D'abord, un Chartreux vous dirait que c'est une vocation personnelle. Donc chaque moine reçoit sa famille qui vient ici, et donc pendant une fois, 2 fois un jour ou une fois 2 jours. Effectivement, les visites sont limitées, mais sont souvent des moments très riches. Parce que on peut parler, on se promène un petit peu autour du monastère, donc c'est très agréable. Beaucoup de personnes m'ont posé cette question, mais vous avez la foi. Oui, je l'ai, mais entre la foi et puis tout donner au Seigneur, enfin donner son fils au Seigneur, c'est 2 choses différentes. Quand un fils entre en Chartreuse, sa mère sait qu'il ne reviendra plus jamais à la maison. Qu'en 1 an, elle aura droit à 4 lettres au maximum et 2 jours de visite sans même un repas à partager. Au début, c'était dur. C'était un peu dur parce que il n'est pas là. Et puis on se pensait la question de se dire, lui, il doit être malheureux aussi de ne pas être avec nous. Et c'est vrai c'est un sacrifice des 2 parts. Hein. Pour lui, c'est un appel du Seigneur, mais auquel il a répondu généreusement. Mais c'est aussi un sacrifice pour lui. Hein.
Ça fait un peu mal au cœur effectivement de voir son frère rentrer dans cette chartreuse et surtout d'avoir un petit peu des contacts qui sont restreints. Mais moi je suis persuadé qu'il est heureux, c'est vraiment sa vocation, donc je suis content pour lui. Eleonore, elle est partie. Joue à 2-3 soleils. Il comme moi, il passe en. Ça, 2-3. Et là, t'es au final. C'est le moment redouté, ça. C'est le moment redouté. C'est fatigant aussi pour une maman d'avoir toute la famille. Non, c'est fatigant, enfin, c'est émouvant, quoi. C'est émouvant pour toute la famille de monde, qu'il y en a un qui s'en va, quoi. Et on le reverra pas pendant 1 an, quoi. La persévérance parfois peut être dure, mais nous sommes portés par la grâce, pour ainsi dire, et cette vie d'intimité avec Dieu rend heureux, vraiment. Je me rends compte que c'est difficilement compréhensible, et en même temps, vous voyez, ce que je voudrais dire, c'est que c'est le même cœur humain qui est comblé dans l'intimité avec Dieu, qui est aussi comblé par l'amitié, ou dans la vie familiale, par la vie conjugale, par l'amour des parents pour les enfants. Le long chemin solitaire du moine n'exclut pas le travail. Essentiel au bien-être, l'activité physique en cellule doit être compatible avec le face-à-face permanent du chartreux avec Dieu. Le travail est important pour donner un exercice au corps tout en laissant l'esprit, le cœur libre. Et donc le moine aime beaucoup, paradoxalement, les travaux un peu répétitifs, un peu simples. Alors, vous avez vu les caissettes, bon, un moine peut faire ça pendant des heures et des heures, tout au long de sa vie, et tout en travaillant, évidemment, il essaie, et souvent c'est assez facile, de prier, rester uni à Dieu avec une prière toute simple, ou simplement le sentiment de la présence de Dieu devant qui il est. Voilà. C'est pas évident qu'un jeune du XXe siècle entre dans le monastère dans une vie moyenâgeuse du XVIIe siècle. Actuellement, il y a plusieurs maisons avec des groupes de noviciat de 5-6 personnes. Il y en a même en Italie avec 12 jeunes. Donc il y a un renouveau de vocation actuellement. Entre autres, il y a une influence un peu des jeunes de l'Est. On voit une petite maisonnette, un rez-de-chaussée, un étage, un jardin, il est peinard le mec. Hein, et puis, mais quand il faut vivre une vie, dedans, il faut un sacré tonus. Hein. Agimus tibi Domine Deus omnipotens qui es et qui erat qui accepisti. Quand sonnent les matines, le monde extérieur s'endort. À minuit, la journée du Chartreux commence par une prière commune. Ils se lèvent pour l'office qui peut durer 2-3 heures, ça dépend de la fête. Ils vont se coucher après pour se reposer 4 heures. Mais alors, on se lève uniquement pour aller prier. C'est ça qui est fabuleux.
cette obscurité, tu es distrait par rien, c'est même plus concentré, c'est un bien-être spirituel, tu vois. Et écouter ces chants, mais c'est merveilleux, quoi. Ces chants qui datent du XIe siècle, qui n'ont pas changé. On est là face au tabernacle. Vous verrez la petite lampe qui est là, qui est devant le tabernacle, donc devant le Seigneur. Nous croyons vraiment que le Christ est là. Nous sommes en sa présence pendant 2 heures, 3 heures, à méditer, à chanter. Et cela aussi, c'est une source de très grande joie. C'est peut-être là où les Chartreux se distinguent des autres ordres monastiques, car ce moment, c'est celui le plus intense de leur vie spirituelle. Par cet office de nuit, on entre totalement dans la vie divine. Et tout ce que l'on fera d'extérieur, que ce soit le travail des mains dans la cellule, que ce soit la méditation, la lecture de l'évangile, le travail même de philosophie ou de théologie que l'on peut faire, ou le spatiement une fois par semaine, tout cela est habité par cette prière de nuit. C'est le centre du souffle de la vie carthusienne. Lorsque nous aimons Dieu et que nous faisons ce qu'il commande, car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pesants, puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et telle est la victoire qui a triomphé du monde, notre foi. Pour nous, le silence n'est pas du tout une fin en soi, évidemment. Nous ne sommes pas venus en Chartreuse pour vivre le silence. Le silence est un moyen merveilleux. Le silence et la solitude, les deux finalement dans notre vie ne font pratiquement qu'un, pour laisser l'espace vide pour cette intimité que nous recherchons avec le Seigneur. Mais le silence n'est pas voulu pour lui-même, c'est vraiment un silence habité. Il y a un principe de base que si on n'est pas heureux en cellule, on ne peut pas y rester. Donc la vocation se manifeste très vite par, effectivement, on est heureux ou pas. C'est plus simple que ça, tout ça. C'est ça qui est très difficile à se dire. Plus une chose est simple, plus on ne peut pas l'exprimer. Quand une chose est complexe, tu parles des choses, mais là, il n'y a rien, tout est simple. C'est cette simplicité qui n'existe, que je n'ai trouvé nulle part ailleurs. Oui, les Chartreux d'aujourd'hui sont ceux de Saint-Bruno, avec les adaptations nécessaires qu'ils ont faites au cours des siècles pour que cette vie puisse durer et précisément traverser les siècles. Mais les Chartreux sont semblables à ce qu'ils étaient à l'origine. Voilà, Au-delà du silence, un document exceptionnel signé Denis Duguet et Antoine Marnas. Alors Denis, on peut comprendre votre motivation à faire ce film, mais quelle était la motivation des pères Chartreux ?
Père Chartreux ne demandait rien, il n'attendait rien. Les Pères Chartreux, vous savez, ce sont des gens qui prient seuls pour le monde. On l'a bien compris dans ce document. Je crois que eux ont finalement compris qu'il pouvait y avoir une attente du monde extérieur, que le monde extérieur ne perçoit pas leur motivation, leur foi comme elle doit être perçue. Et ils se sont dit, c'est peut-être là l'occasion de donner au monde notre spiritualité, et puis après on retourne à nos prières. Donc c'est presque un geste de charité chrétienne, je dirais, dans leur esprit. En tout cas, ils n'ont rien à vendre. Absolument rien à vendre, non. Rien à prouver non plus. Tout à fait. Vous, comment vous l'avez ressenti, cette solitude, ce silence pendant le tournage? Ce silence, il est très présent. Vous savez, quand on vit dans un monastère, je dirais presque qu'on ne voit personne en dehors des moments où les moines se retrouvent à l'église pour chanter ensemble. Le reste du temps, les cellules sont fermées, les moines sont à l'intérieur, même les repas sont pris seuls dans les cellules, sauf le dimanche où ils sont au réfectoire. Mais il n'y a personne, c'est vide. En revanche, moi, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai rencontré des gens épanouis, sereins et heureux. Heureux d'être là, d'être dans leur cellule, dans un face-à-face avec Dieu. C'est leur démarche depuis toujours. Et c'est souvent là où le public a une image fausse, et c'est peut-être aussi ce que les moines espéraient. Le public souvent s'imagine qu'un moine est quelqu'un d'austère. Moi j'ai découvert des gens tout simplement heureux. Est-ce que ce tournage a changé votre vision de cette vie-là? Est-ce que vous aviez des préjugés avant? Est-ce que vous avez changé pendant ce tournage? Oui, moi j'ai changé, je crois qu'on a tous changé, toute l'équipe a changé, parce qu'on a découvert ce qu'était la tolérance absolue. Et quelque part, quand vous ressortez du monastère, vous vous dites, ça fait du bien. Je ne dis pas qu'on peut devenir chartreux, mais il y a là des gens qui ont un regard nouveau, un regard neuf sur le monde. Ça n'est pas du prosélytisme, c'est une simple constatation. Denis, une question peut-être un peu plus personnelle. Est-ce que vous, en tant qu'être humain, quand vous avez découvert cette vie-là, est-ce que vous avez pu la comprendre sans forcément passer par le filtre de la foi, de la croyance en Dieu? Il ne faut surtout pas avoir le filtre de la foi pour comprendre les moines, parce que sinon il n'y a plus de regard critique. Donc la chose indispensable pour faire un tel reportage, il me semble, c'est le doute. Chantal Spielmaker. Elle est conservateur en chef au musée dauphinois à Grenoble. C'est une spécialiste des Chartreux. Elle a organisé de nombreuses expositions à leur sujet. Alors moi, je l'ai rencontrée dans la cour du musée de la Correrie, qui retrace toute l'histoire de l'ordre depuis sa création. Chantal, les Chartreux sont là depuis 1084, je crois. Est-ce qu'il y a eu tout de suite beaucoup de monde dans ce monastère de la Grande Chartreuse? Non, en 1084, quand Bruno arrive avec ses compagnons, accompagné par l'évêque de Grenoble, Hugues, il y a très très peu de monde, ils sont 7, et ils cherchent justement un endroit pour arriver au désert, un lieu loin du monde, loin de la société, donc ils viennent ici en Chartreuse, et ils cherchent justement un endroit totalement retiré du monde. À quel moment on peut dire que l'ordre des Chartreux atteint son apogée? Au XVIe siècle, il y a plus de 230 Chartreuses. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup, il y a plus de 2500 chartreux, dont, en comptant les pères et les frères. Donc là, c'est vraiment l'apogée de l'ordre. Est-ce que ce qu'on appelle la règle de Saint-Benoît, c'est-à-dire ce qui rythme la vie des Chartreux, était déjà à l'époque de la création de l'ordre, enfin peu de temps après, quelque chose d'extrêmement difficile par rapport au contexte de l'époque? Alors cette règle, oui, même si elle va être adaptée, s'ils vont suivre ensuite ces fameuses coutumes, comme disent les Chartreux, les coutumes du prieur Guigues, cette règle est extrêmement difficile parce que c'est la solitude, le silence et la prière. Donc c'est un enfermement volontaire et cette règle est faite pour se rapprocher de Dieu, parce que c'est la foi qui est la plus importante, qui conduit ces hommes ici. Donc il faut se dépouiller de tout, de la société, des biens matériels, de tout ce qui nous encombre, pour venir se rapprocher de l'esprit de Dieu. Donc cette règle est extrêmement difficile. Est-ce qu'on sait qui étaient ces pères chartreux au fil des siècles? On sait que, par contre, ces chartreux appartenaient à une élite aristocratique, essentiellement des grandes familles, mais il y avait des familles nombreuses, et dans ces grandes familles, il y avait un jeune homme qui devenait chartreux. Pourquoi est-ce que même les laïcs peuvent être fascinés? On a une fascination, parce que leur mode de vie est extrême, qu'on ne sait pas consacrer sa vie entière. Dans notre société, l'enfermement, c'est une punition. Ici, c'est un choix volontaire. Donc, c'est quand même une fascination pour ce mode de vie extrême. Mais on peut le retrouver peut-être dans d'autres religions également.
Alors en 1903, il s'est passé ici ce qu'on a appelé le drame des Chartreux. Ils ont été expulsés de leur monastère. Hein. C'est une page d'histoire assez difficile pour le massif, pour la Chartreuse. Alors oui, ça a été un moment très fort parce que 1901, 1903, 1905, c'est la grande séparation de l'Église et de l'État et les congrégations religieuses donc sont mises à la porte. Les Chartreux doivent partir, mais ça a suscité un soutien de la population extrêmement fort, aussi bien du côté du Dauphiné que du côté de la Savoie. Mais la loi est la loi, donc les Chartreux partent en exil en Italie, à Farneta, et reviendront seulement à la veille de la Seconde Guerre mondiale, en 1940, lorsque l'Italie déclare la guerre à la France et les Chartreux reviennent ici. Et depuis, ils sont là. Et depuis, ils sont là. Donc ça, c'est une histoire assez extraordinaire. Ça fait près d'un millénaire d'histoire. Et malgré les guerres de religion, la Révolution, les lois politiques et les guerres au XXe siècle, les Chartreux sont toujours là. Ça, c'est un des grands paradoxes des pères chartreux. Ils ont fait vœu de chasteté, de pauvreté, de solitude et de silence, et pourtant ils ont été particulièrement influents d'un point de vue économique et culturel, ici dans le massif de la Chartreuse, mais aussi bien au-delà. Même au fin fond du Wyoming, je crois, quand on y va, eh bien, si on prononce le mot Chartreuse, il y a une résonance. Ils ont été les développeurs dans une vallée qui était assez ingrate. C'est vrai qu'en Chartreuse, vous retirez les Chartreux, il y a, j'ai envie de dire, il n'y a rien. On les croirait faits l'un pour l'autre. Les montagnes abritent les ermites, les moines participent au développement du massif. Dès le XIIe, lorsqu'ils installent les premiers martinets à Fourvoirie, ces maîtres de forge ne se doutent pas que leur savoir-faire donnera naissance quelques siècles plus tard à des fleurons de l'industrie métallurgique. Alors là, vous avez vraiment l'économie de la Chartreuse à l'origine. C'est de Fourvoirie qu'a eu lieu la première fonte d'acier des moines. C'est Paul, l'arrière-grand-père d'Emmanuel Paturle, qui prend en 1888 la suite des Chartreux et développe à Saint-Laurent-du-Pont cette activité industrielle. Alors les moines fabriquaient des limes. En fait, ils faisaient fabriquer des limes, puisque en fait, ils avaient les aciers de Fourvoirie, et il y avait donc la taillanderie qui était à côté et qui faisait les limes. Il y avait on appelle le père industriel, parce que chez eux, de façon à ce que vraiment ils s'occupent de faire de belles pièces d'une façon générale. Et ça a subsisté encore pendant longtemps. En 1860, face aux forges de Fourvoirie, les religieux développent une autre activité, menée depuis plus d'un siècle par l'apothicaire du monastère. C'est la naissance de l'élixir. C'est un produit sensationnel, effectivement, qui est riche, et puis on peut faire des variations avec qui sont assez intéressantes. Et étant donné le nombre de plantes, on dit, c'est un de mes prédécesseurs qui a trouvé la formule, qu'il y en a toujours une qui veut vous faire du bien. Mais les proportions sont telles qu'aucune ne peut vous faire du mal. C'est ça l'élixir. La liqueur de Chartreuse va devenir le moteur de l'économie carthusienne. Aujourd'hui encore, avant d'être livrée à la distillerie de Voiron, les 130 plantes sont préparées au monastère par un père et un frère. Une fois qu'ils ont quitté la distillerie, ils peuvent tout suivre de leurs cellules et y apporter, le cas échéant, des correctifs. Ça, j'ai trouvé que c'était extraordinaire de pouvoir ordonner finalement un moyen aussi moderne que l'informatique a un besoin aussi fondamental, aussi essentiel, qui est l'adoration. Gagner de l'argent n'est évidemment pas une fin en soi. Au-delà de la survie de l'ordre, il faut faire le bien. Pour que la charité chrétienne franchisse les hauts murs des monastères, les Chartreux disposent d'un relais efficace, leurs amis laïcs. Quand on est ami des Chartreux, eh bien, on est leur intermédiaire auprès de ceux qui ne les connaissent pas bien ou auprès de ceux qui voudraient les connaître. Et ils ont un peu tissé leur toile avec la population par notre intermédiaire. Dès son arrivée en 1980 à Saint-Laurent-du-Pont, l'écrivain Martine Galliano se passionne pour cette relation étroite entre les moines et la population du massif.
Ils sont encore appelés par beaucoup de gens du pays comme les bienfaiteurs du pays. Ils ont construit pas mal de bâtiments, les écoles, les églises. Ce sont quand même eux qui ont fait les ponts en Chartreuse, qui ont permis la communication. Face à une renommée grandissante, et pour préserver leur solitude, les moines de la Grande Chartreuse transforment dès 1957 une annexe du monastère en musée. Celui-ci abrite désormais un nouveau trésor patrimonial, les cartes. À l'origine, avant la construction de tout nouveau monastère, elles permettaient au prieur général de s'assurer que l'architecture était bien fidèle aux règles et à l'esprit de l'ordre. À ce jour, la collection comprend 79 toiles reconnues patrimoine carthusien et monuments historiques depuis 2001. Leur restauration est en cours. La toile a été déchirée et ici j'ai la bonne surprise de voir réapparaître, vous voyez, une croix en forme de lys sous la colombe du Saint-Esprit. Voilà, la personne qui avait restauré, qui n'était sans doute pas un professionnel de la restauration, elle avait bouché le trou et puis avait masqué le motif par cet épais plâtras, voyez, sombre. Tu la tiens? Oui. Pour les spécialistes, ces cartes parlent, comme des livres. Elles racontent leur origine, leur histoire et leur souffrance. Donc je vois là qu'au niveau des arbres, certaines parties ne sont pas originales. Quand on va retirer le vernis, tous ces repeints vont réapparaître, il va falloir les enlever, c'est eux qui assombrissent vraiment l'œuvre. Prochainement, ces témoins de l'histoire carthusienne trouveront leur place au musée de la Correrie, dans une nouvelle galerie des cartes, offrant ainsi aux visiteurs une vision d'ensemble du rayonnement de l'ordre. Il y a une part de patrimoine immatériel qui est attachée à cet ordre multicentenaire. 900 ans d'existence sur le même site, ce n'est pas rien. Et puis des valeurs qu'il transmet. Et je crois que c'est tout cela qui fait patrimoine. Les cartes, le patrimoine immobilier, l'histoire de l'ordre et la pensée, si j'ose dire, de la pensée religieuse que portent les moines. Ils ne possèdent rien, mais donnent beaucoup. Ils vivent à l'écart du monde, mais attirent les foules. Ils sont anonymes, mais connus du monde entier. C'est tout le paradoxe de ces fils de Saint-Bruno, dont le rayonnement économique et spirituel dépasse largement le simple massif de la Chartreuse. Et voilà, ces fameuses toiles, elles sont toutes entreposées ici. En tout cas, au moins jusqu'au moment où le musée de la Grande Chartreuse va réouvrir, en mai prochain. C'est extraordinaire. Et qu'est-ce qu'elles représentent, ces toiles? Alors ces toiles représentent 79 monastères de l'ordre, de la Prusse jusqu'au Portugal, et cette collection est vraiment fantastique parce qu'elle avait disparu, on l'avait perdue, et là elle a été retrouvée dans les années 1950 pour être aujourd'hui restaurée, et donc c'est vraiment extraordinaire d'avoir tous ces renseignements sur l'architecture de ces monastères. Ça c'est la Grande Chartreuse, hein, celle oui, c'est la Grande Chartreuse, on voit très bien la maison haute et la maison basse, la Correrie où est maintenant le musée de la Grande Chartreuse. On peut voir aussi des dépendances, des fermes, l'endroit où étaient les forges, le Guillemort, les forêts, le massif, ce fameux désert. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de chartreux dans le monde? Alors, il y a encore des chartreux, finalement moins qu'au XVIe siècle. Il y a 19 chartreuses d'hommes et 6 de femmes, de moniales. Il y a en Espagne, en France, il y en a une maintenant en Corée. Et les chartreux sont peut-être moins nombreux, mais leur fonction est aussi importante. Et il y a encore tous ces hommes qui sont là pour prier aujourd'hui. Nicolas Diedrich. Il est responsable du musée de la Grande Chartreuse, situé en aval du monastère. Il parle plusieurs langues, maîtrise Internet, la communication. Il ne se dit pas chrétien, mais en tout cas ouvert. Et c'est pour cela que les pères chartreux l'ont choisi. Son musée, il veut en faire quelque chose de vivant et de moderne. Alors ici, tout est en travaux, jusqu'en mai, au moins. Qui prend du temps, qui est de grande ampleur pour pouvoir développer beaucoup de choses l'année prochaine avec l'intégration de ces cartes de Chartreuse. Un chantier, donc. Alors une chose importante, le moine qui vit dans cette cellule, quand il rentre, il a une première pièce ici dans laquelle on est, qu'on appelle l'Ave Maria, puisqu'il salue la Vierge Marie chaque fois qu'il passe ici, avant de rentrer dans le cœur de la cellule, dans le cœur de son ermitage, qui est ici le cubiculum, qui veut dire la petite chambre à coucher. Mais dis donc, c'est grand quand même. Oui, c'est grand parce que le moine va y passer sa vie entière ici. Et il a besoin quand même de suffisamment d'espace pour garder une notion d'équilibre.
C'est neuf aussi, c'est-à-dire que c'est une reconstitution en fait. J'imagine que dans la Grande Chartreuse, le bois est usé, patiné. C'est volontaire. Ici, au musée de la Grande Chartreuse, on a vraiment souhaité pouvoir montrer aux visiteurs ce qu'était une cellule si aujourd'hui on avait à reconstruire un monastère. Et là, c'est l'endroit où l'on prie, j'imagine. Exactement, l'endroit où l'on prie. Donc le moine peut prier ici soit à genoux, soit assis en fonction de la liturgie. Et regarde, petit secret, il y a ici ce qu'on appelle une miséricorde. Tu peux t'installer, tu es sur une stalle, tu t'installes et tu peux donner l'impression de prier debout et tu es quand même un petit peu... Ça s'appelle une miséricorde. Une miséricorde. Et le plus joli, c'est qu'en italien, cette miséricorde s'appelle une hypocrisie. Mais avec cette vie extrêmement difficile, très codée, qui est en totale contradiction avec ce que la plupart des gens vivent au XXIe siècle, est-ce qu'il y a encore des candidats pour devenir père chartreux? Il y a toujours des gens qui se sont attirés par cette vie. On dit que les chartreux, c'est vraiment l'idéal, la pureté de la vocation monastique. Et il y a encore des jeunes qui sont attirés au désert. Oui, mais est-ce que tout de suite on lui dit oui, tu peux venir, voilà, la porte est ouverte? Pas nécessairement. Il y a un échange qui va se passer entre la communauté et ce postulant. Ils vont apprendre à se connaître et ensuite, étape par étape, il y aura une évolution jusqu'à peut-être un jour devenir moine et prononcer des vœux ad vitam pour la vie entière. En tout cas, avant ces vœux définitifs, on peut faire une sorte de CDD, c'est-à-dire décider de rester dans le monastère pour quelques mois, quelques années. On peut s'engager pour une durée déterminée, notamment dans le cas des frères, qui peuvent être des frères donnés et qui se donnent au monastère pour un certain nombre d'années. Sélignac, l'expérience de Sélignac. Maintenant que vous connaissez la vie des pères chartreux, je ne sais pas si vous seriez capable de passer une semaine, 2 semaines ou 3 semaines dans cet environnement, dans cette cellule et en respectant la règle de Saint-Bruno. Et bien cette expérience, des laïcs ont choisi de la faire dans l'une des 2 chartreuses du département de l'Ain. On était une secte, on est des cinglés, on est ceci. Bon, très bien, c'est très simple. Les gens, quand ils ne savent pas ce qui se passe, on va toujours chercher le pire. Après, quand ils nous connaissent, évidemment, tout ça tombe, parce qu'évidemment, ça ne peut pas tenir. Le 15 novembre 2001, les derniers chartreux quittent Sélignac après 8 siècles de prière. Ils n'emportent rien. Ce départ est un choix. La flamme carthusienne ne s'éteint pas, elle se transmet aux laïcs. Il ne s'agit pas juste de dire « Ah, mais moi j'aime le silence, j'ai envie de me retirer du monde, etc. » C'est pas ça du tout. Si ça n'est pas inscrit vraiment dans une vie spirituelle déjà ancienne, déjà installée intérieurement, on ne s'improvise pas dans cette vie-là. Il y a une chambre très très simple, on ne voit personne, on ne rencontre personne, c'est seulement nous et Dieu. Douglas est un père de famille comblé. Depuis qu'il a découvert Sélignac en 2006 sur Internet, il y consacre chaque année 1 mois à son développement spirituel. Je ne viens pas ici pour devenir en quelque sorte meilleur. J'essaye de répondre du mieux possible aux attentes de Dieu à mon égard. Ça veut dire s'ouvrir au maximum à l'amour pour Dieu et l'humanité. C'est une merveilleuse occasion de faire le point sur ta relation avec Dieu et avec toi-même. Mais il faut du temps. Je suis là pour 1 mois, car quand tu arrives ici pendant 5 ou 6 jours, tu en as plein la tête du monde extérieur. Soupe, cake aux épinards bleus et noix, salade verte, et puis une crème au chocolat avec un gâteau spécialité Marie-Pierre. On est 7 en tout, 4 qui vivent en permanence sur place, et puis on est 3 alors sur le projet spirituel vraiment de la maison. Françoise qui nous a rejoints il y a 2 ans, Bertrand, mon mari et moi.
Une vie de couple au monastère. La situation n'est pas banale, mais c'est aussi ça l'expérience voulue par les Chartreux à Sélignac. Comme tous ceux qui logent ici, Marika et Bertrand vivent en cellule, séparément. Un choix paradoxal qu'ils expliquent aisément. On ne peut pas changer sa vie de couple comme ça. Ce qu'il y a, c'est que notre vie de couple a toujours été dans cette voie-là. Il se trouve qu'on vivre séparés, avec une certaine distance et en silence. Distance plutôt que séparée. Parce que... Oui, non, une séparation physique quand même. Oui, c'est sûr. Ça ne gêne pas notre vie de couple. Et moi, au contraire. Moi, j'ai pas besoin de voir Marika pour l'aimer. Enfin, sauf pour un certain nombre de choses, mais voilà. Et que les Chartreux aient eu cette idée absolument extraordinaire finalement de donner leur propre spiritualité au monde, eux à qui on reproche d'être hors du monde, je me dis, ça c'est éminemment actuel et contemporain et moderne pour l'homme d'aujourd'hui. On ne sait jamais de quelle solitude l'autre a besoin, donc par principe on la respecte. Et c'est aussi comme ça que nous vivons, nous, tous les trois. On n'est pas du tout les uns sur les autres, on se voit relativement peu. Le lieu de la communion ou de la fraternité, c'est l'office, c'est pas autre chose, c'est essentiellement l'office. Tout ce que nous entreprenons, tout ce que nous faisons, il y a un moment donné où il faut qu'on l'arrête pour aller à l'office. Et le matin, par contre, on se lève et on commence la journée par l'office. Finalement, il n'y a pas de moines, mais il y a des retraitants qui ressemblent à des moines, et puis des gens comme vous qui ressemblent à des frères. On peut dire ça, on peut faire cette comparaison? Un petit peu. Oui, on peut faire cette comparaison. C'est vrai que certains retraitants ont une vie très, très en cellule. Ils ont cette possibilité. Nous, quand il n'y a pas de retraitants, parce qu'on se réserve quand même quelques moments dans l'année où on ferme complètement. Et là, alors pour le coup, nous, on a une vie beaucoup plus proche des pairs, c'est-à-dire qu'on sort le moins possible de la cellule. Alors je crois que ce qui est vraiment très fort dans cette maison, c'est la simplicité. Tout se simplifie. Et je crois que plus on entre dans cette dimension de la simplification, eh bien plus on accède un peu à cette vérité intérieure et on accède à soi, quoi, finalement. Parce que qu'est-ce qu'on s'encombre? C'est une cure contre toutes les addictions de notre société. Il me semble qu'il m'est plus facile de partager quand je suis désencombré, quand il n'y a pas toutes ces choses, qui m'empêchent de voir ceux avec qui je vais partager. Ici, c'est plus facile tout d'un coup. Voilà. Il y a à la fois ce dépouillement et le fait aussi que dans la cellule, je suis seul et que aucune personne extérieure ne peut me demander des comptes. Je suis mon propre chemin à l'intérieur de la cellule, tout en partageant la vie des personnes qui sont ici avec moi. Chaque année, 120 personnes choisissent de s'arrêter plus ou moins longtemps au monastère, comme on fait une halte au bord du chemin. Une démarche aussi intime que celle du Chartreux dans sa cellule. Personne n'est venu ici en ressortant totalement indemne. Contrairement à ce que l'on peut imaginer d'une maison effectivement toujours fermée,
J'ai trouvé une sacrée ouverture. Et ce qui m'amenait à trouver ce que moi j'appelle cette source de vie, qui effectivement qui pour moi est quelqu'un. Et c'est ça qui m'a donné aussi envie de revenir ici et d'y rester. À Célignac, les temps changent. Un Christ en mouvement se tourne vers l'avenir. Les laïcs remplacent les religieux. Et conformément à la devise des Chartreux, même si le monde tourne, la croix demeure. Nicolas, pourquoi est-ce que tu as tenu à m'amener dans cette grange? Parce que d'une part, elle a une très longue histoire, mais c'est surtout parce que c'est un bâtiment magnifique qui aujourd'hui sert à plein de choses. Comme quoi, par exemple? Un concert, des concerts. Si. La grange des Pères Chartreux sert à faire des concerts. En fait, figure-toi, quand je suis arrivé ici, il y a maintenant 4 ans, on m'a demandé de rendre ce lieu vivant. Et pour moi, la meilleure expression d'un lieu vivant, c'est le concert. Les chants grégoriens? Pas nécessairement. Je crois qu'il faut oser un peu plus. Et le concert que j'ai proposé, donc il y a maintenant 3 ans, c'est un trio, c'est le trio Chemirani, donc de la musique iranienne traditionnelle, ici, chez les Chartreux. Donc en fait, ce sont des gens, c'est un énorme paradoxe, qui vivent cloîtrés, retirés du monde, qui ne sont pas censés connaître en tout cas tous les détails du monde qui nous entoure, et qui ont une vraie volonté d'ouverture, y compris sur les autres religions et les autres cultures. Ils sont attentifs, ils sont à l'écoute, ils sont profondément ouverts. C'est vraiment cette définition du mot où il faut toujours être en éveil avec ce qui se passe autour pour pouvoir prier pour lui. Mais comment est-ce qu'ils se tiennent au courant, par exemple, de l'actualité? Ils n'ont pas la télé, évidemment. Comment ils font? Alors, il y a plusieurs sources d'informations. La principale, c'est les journaux, c'est la lecture. Donc, le révérend père est abonné à plusieurs journaux, plusieurs magazines, et c'est lui qui va donner l'information à la communauté. Donc, ils savent quoi, par exemple, de l'actualité récente? Il y a 2 ans, il y avait les Jeux Olympiques, par exemple, en Chine. Les résultats sportifs, bon, c'est pas tout à fait ce qui les intéresse. Par contre, qu'en même temps, le gouvernement chinois massacre des Tibétains, ça c'est une nouvelle qui est importante, parce que la communauté va pouvoir apporter des prières pour essayer de solutionner ce fait. Donc ils sont ouverts sur le monde. Ils sont ouverts sur le monde. Et finalement, Denis, on a bien compris dans cette émission que les Pères Chartreux vivent de la même façon depuis près de 1000 ans. Alors si on revient dans 200 ans, dans 500 ans, est-ce qu'on filmera la même chose? Oh, à peu près. C'est-à-dire qu'à mon avis, les Chartreux seront toujours là. L'ordre va s'adapter, mais il va perdurer. Merci beaucoup, Denis. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. J'espère que vous avez fait le même voyage que nous. Et on se retrouve peut-être, pourquoi pas, dans quelques siècles. De toute façon, stat crux dum, volvitur orbis, les temps changent, mais la croix demeure, c'est la devise des Chartreux. Et là, ça prend tout son sens dans ce pays.